Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des hauts et des bas. Collection dirigée par Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne. pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Titre paru ou à paraître. Serge Chaumier, L'inculture pour tous. La nouvelle utopie des politiques culturelles, 2010. Sarah Finger et Michel Moati, L'effet média. Pour une sociologie critique de l'information, 2010. Arnaud Sabatier, Critique de la rationalité administrative. Pour une pensée de l'accueil, 2011. Claude Javot, Trois éloges à contre-courant, 2011. Christophe Dargère, Inconcevable critique du travail, 2012. Élise Muller, Porteur d'encre. Une anthropologie esthétique du tatouage, 2012. Daniel Moati, Le débat confisqué. L'école, entre pédagogues et républicains, 2012. Remerciements. Je remercie tout particulièrement Pascal Lardelier pour avoir accueilli cet ouvrage dans sa collection. Et aussi Philippe Vienne et Hugues Delforge pour les nombreuses discussions amicales autour des thèmes que j'y ai abordés. Et bien sûr Claude Javot qui pour moi, avant d'être l'éminence sociologique que l'on sait, est d'abord le sociologue de mon cœur. Avant-propos. L'ouvrage part de l'hypothèse, jugée pertinente aujourd'hui, d'une double crise à laquelle l'école doit faire face. D'abord celle du projet d'émancipation confronté à la pression d'inégalités économiques et culturelles qui perdurent, voire s'accentuent au fil du temps. Ensuite celle de l'autorité qui problématise la nature du lien intergénérationnel. Pour en traiter, deux parties se succèdent pour nourrir la réflexion. Dans la première partie, il est proposé, à partir de l'émergence de la forme scolaire occidentale, puis de celle de l'État éducateur, de suivre l'évolution des politiques publiques éducatives européennes en matière de démocratisation des études et de lutte contre les inégalités sociales à l'école. Les espoirs mis dans cette voie grâce aux réformes structurelles et pédagogiques des années 1960 et 1970 ont été largement déçus. Par la suite, avec la mise en doute de l'efficacité de l'État-providence et le tournant néolibéral qui l'a accompagné, le référentiel de l'État régulateur l'a emporté au cours des années 1980 sur celui de l'État redistributif. À côté d'un souci grandissant pour le local, niveau de l'école, contexte du quartier, etc., des dispositifs de décentralisation et de déconcentration ont été mis en place. Ces dispositifs ont justifié la nécessité d'une évaluation des résultats obtenus par les établissements scolaires. Dans cette mouvance, une expertise particulière s'est développée, qui a trouvé de solides encouragements à la faveur de l'engouement de certains pays et des organisations internationales pour la comparaison des performances scolaires enregistrées dans les États membres de l'OCDE et l'établissement de classements récurrents des pays concernés. La recherche des bonnes pratiques a trouvé sa justification dans un contexte davantage en relation avec un marché qu'avec un service public. La légitimation stratégique de ces pratiques s'est ancrée dans la promotion d'une économie de la connaissance qui serait consubstantielle au phénomène de mondialisation propre à la modernité avancée dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Sur le terrain des politiques éducatives, c'est le mode de régulation du contrôle à distance qui s'est ainsi progressivement imposé comme dominant. Le pilotage des systèmes éducatifs s'est dès lors appuyé sur le paradigme de la School Effectiveness, conçu pour mesurer l'efficacité des systèmes scolaires, valorisé par le schème politique de la gouvernance lequel est soutenu au demeurant par l'Union européenne. Avec la multiplication des enquêtes internationales centrées sur la performance des systèmes scolaires, une véritable culture de l'évaluation s'est diffusée, qu'illustrent en particulier les enquêtes PISA réalisées sous l'égide de l'OCDE. Un peu partout, la définition d'une culture commune à acquérir durant la scolarité obligatoire est devenue un enjeu jugé essentiel mais se prêtant à de nombreuses polémiques, la plupart idéologisées. Par ailleurs, l'expertise n'est pas requise seulement des conseillers du prince et les enseignants ont été confrontés plus que souvent aux exigences d'une professionnalisation de leur métier dans la mouvance des réformes imposées. D'aucuns n'hésitent pas à parler actuellement de leur souffrance au travail. Lantôme et Lou 2008. La deuxième partie, ancrée dans un esprit de réciprocité des perspectives,
tourne le regard vers les travaux relevant de la sociologie des enfances et des jeunesses. Celles-ci sont en effet bien différenciées et fortement travaillées par la question des rapports sociaux. Il s'agit alors de prendre distance par rapport à la figure abstraite de l'élève, telle qu'elle apparaît dans le cadre des comparaisons internationales, à peine catégorisée socialement à l'aide d'indicateurs rudimentaires. L'ambivalence à l'égard des jeunes, si elle existe sans doute depuis longtemps déjà, a pris ces derniers temps une forme plus exacerbée que jamais. De l'enfant à l'adolescent, puis à l'adolescent, la voie est loin d'être univoque dans notre monde de jeunisme généralisé par les médias, pourtant bel et bien parcouru par des rapports qu'il faut dire de classe. Contre la lénification de la violence de certaines cultures dites juvéniles, contre l'idée d'une homogénéisation de ces pratiques rapportées à des âges mal définis, aborder le thème de l'autorité et de son affaiblissement s'est révélé nécessaire. Qu'en est-il de ce lieu commun de la doxa contemporaine ? Face à cela, les sociologues sont relativement démunis. Ils peuvent récolter des informations rigoureuses, construire des grilles d'intelligibilité du phénomène, mais ils n'ont pas à proposer des remèdes à ce qui est défini souvent comme un grave problème social. Philosophes, psychologues et psychiatres sont eux davantage à leur affaire, mais au-delà d'un bilan spécifique à leur approche, ils ne peuvent tenir que des discours normatifs, nostalgiques ou non. Il s'agit alors de repérer parmi ceux-ci les plus convaincants par rapport à notre vision du monde, en ne nous laissant pas encombrer par une fallacieuse neutralité axiologique. Première partie, un état des lieux institutionnel. Comment s'est construite l'école en Occident ? Quelques repères historiques. L'école occidentale est une construction originale qui résulte d'un long processus, partant de la création des collèges issus des facultés des arts de l'université médiévale. La forme scolaire, modèle éducatif dont diverses caractéristiques sont encore aujourd'hui présentes dans le système d'enseignement, s'est d'abord manifestée dans l'organisation de ces établissements dès le XVe siècle. On retiendra parmi leurs traits spécifiques le regroupement d'élèves d'âge mélangé mais de niveau identique, dans un même local sous l'égide d'un professeur, un enseignement progressif de matières dispensées sur une base annuelle pour répondre à un cursus privilégiant le latin et le grec, sanctionné par des examens et la présence d'un corps professoral unifié et hiérarchisé, procurant un encadrement disciplinaire, surveillance et contrôle permanent des acquis. Les collèges qui se sont multipliés en Europe au cours du XVIe siècle ont bénéficié de l'action du pouvoir civil, qui en a confié l'administration à des congrégations catholiques ou à des églises protestantes. Dans cette foulée, ils sont devenus des espaces d'affrontement idéologique entre réforme et contre-réforme. Luther, qui avait traduit en 1534 la Bible en langue vulgaire, l'allemand en l'occurrence, a fait germer l'idée d'une alphabétisation pour tous, permettant aux fidèles de s'alimenter directement et individuellement à cette source. Dans les régions protestantes, comme au Danemark, en Suède, en Norvège et en Prusse, le processus de catéchisation-alphabétisation bénéficia ainsi d'un effort collectif de l'Église officielle et des pouvoirs publics, leur fournissant une avance relative dans l'élaboration de l'instruction élémentaire. Le recrutement des collèges visait surtout des jeunes d'origine bourgeoise mais aussi, même si moins nombreux, des enfants de la noblesse, de l'artisanat et de la paysannerie aisée. La forme scolaire est apparue dans un contexte où les enfants et les adolescents étaient envisagés comme des êtres incomplets à discipliner et à inciter au travail. Dans les milieux supérieurs, les adolescents, séparés des adultes proches, sont devenus la cible de stratégies éducatives particulières. Au collège, ils sont soumis au temps linéaire et abstrait de l'horloge mécanique, en correspondance avec de nouvelles techniques d'évaluation sous-tendues par un ethos du travail contraignant. La culture humaniste qui y est dispensée fait la différence entre activité manuelle et non manuelle, et son acquisition est partie prenante des projets de mobilité sociale ascendante de la bourgeoisie alors en formation. C'est à la fin du XVIIe siècle que l'on voit naître des sociétés religieuses se spécialisant dans une activité scolaire destinée aux pauvres. En France, des petites écoles gratuites s'ouvrent en marge des écoles payantes sur l'initiative de figures dévotes, dont la plus célèbre est celle de Jean-Baptiste de La Salle avec son Institut des Frères des écoles chrétiennes. On lui doit la rédaction d'une conduite des écoles chrétiennes, dont les directives pédagogiques reprennent une subdivision en classes hiérarchisées et constituées sur la base de sections de niveau,
une gradation stricte des matières, une progression des élèves en fonction d'une évaluation régulière, une méthode d'enseignement simultanée, non individuelle, avec une uniformisation des textes scolaires, un encadrement disciplinaire ferme, assuré par des enseignants formés préalablement dans des établissements pensés à cette fin. Ces petites écoles ont constitué une institution urbaine, répondant d'abord à une mission d'évangélisation et de moralisation, ainsi qu'à la préparation à un travail productif. L'école en Occident se définit avant tout par la forme scolaire, c'est-à-dire un lieu séparé de tous les autres, y compris les lieux de culte. Un espace organisé de telle façon que les maîtres et les écoliers puissent s'y acquitter de leurs devoirs. Un temps réglé par un emploi du temps qui est principe d'ordre plus que d'efficacité. Un maître laïque au moins dans sa fonction, avant même que l'enseignement soit laïcisé. Des exercices où la conformité à des principes compte davantage que le résultat. Enfin des moyens de maintenir cet ordre scolaire. Vincent, 1980. Cet ordre est donc essentiellement un univers de règles impersonnelles, s'opposant à toute espèce de pouvoir reposant sur la volonté ou l'inspiration d'une personne. Encore faut-il souligner qu'il existe bien des façons d'obéir à des règles, et que divers avatars de la forme scolaire ont émergé. La règle peut être appliquée par une sorte de dressage passant par des signaux, des postures et des gestes, ou justifiée et intériorisée en faisant appel à la raison et au sentiment de l'écolier, ou encore établie comme une norme par une discussion entre égaux. Ces différentes modalités d'expression de la règle ne constituent pas au demeurant une succession historique des formes scolaires. La première est évidemment plus proche du fonctionnement des petites écoles décrites plus haut, et la troisième de l'école contemporaine qui fait cohabiter des pédagogies diversifiées, sans pour autant ignorer complètement la présence de l'élève sage et attentif. Plus largement, l'éducation est une institution au sens durkheimien du terme. Elle est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie en collectivité. Durkheim, 1922. En assurant la socialisation méthodique de la jeune génération, cette action produit en chacun de nous l'être social combinant un être individuel dont les états mentaux sont relatifs à la seule personne, et un deuxième être nourri de valeurs, de normes et d'habitudes qui caractérisent les groupes d'appartenance. L'éducation unifie en préparant à la vie collective, mais elle diversifie aussi en formant les jeunes à exercer des fonctions spécialisées correspondant aux exigences de la division du travail, envisagées comme facteur de cohésion et d'intégration. La diversité permet la coopération. Les aptitudes professionnelles particulières renvoient à des apprentissages dont les contenus sont fonctionnellement adaptés à l'évolution des branches complémentaires de cette division. Dans la mesure où il s'agit d'assurer une formation morale et de promouvoir un espace civique, il revient à l'État de dégager des principes communs pour tous. Respect de la raison, de la science, des principes et des conduites qui sont à la source de l'idéal démocratique. Pour le fonctionnaliste qu'était Durkheim, le seul type de conflit retenu est celui dû à de mauvais ajustements des aptitudes et des talents, ce qui l'amène à demander la restriction de la transmission héréditaire de la propriété. Sa critique de l'organisation socio-économique des sociétés industrielles à la charnière des 19e-20e siècles est d'essence méritocratique. La richesse et la position d'un individu doivent émaner de ses capacités propres. Au XVIIIe siècle, la montée en puissance des États-nations en a fait des États éducateurs. Le courant de pensée qui traverse alors une grande partie de l'Europe part de l'idée que l'enseignement appartient à l'État et ne doit pas être confié à un pouvoir étranger. Les jésuites sont ici visés. 3 éléments doivent être mobilisés pour comprendre cette évolution, en France d'abord. Premièrement, la nation et le citoyen se construisent à l'école où le principe de patrie va présider à une réorganisation des programmes scolaires. Deuxièmement, l'étatisation de l'école accompagne une modification des conceptions portant sur la morale qui va se distancier d'une définition religieuse. Troisièmement, l'affirmation définitive de l'État dans l'enseignement est issue de la révolution industrielle, de la suppression des métiers et de l'émancipation du capital industriel des contraintes corporatives. L'argumentation de la prise en charge de l'école par la puissance publique s'est exprimée avec force dans le rapport et projet de décret, déposé par le philosophe et mathématicien Condorcet à l'Assemblée législative en 1792. Il y plaidait pour une instruction publique et obligatoire,
procurant à tous une rationalité qui en ferait des citoyens capables de participer valablement à un vote. L'éthos ainsi défendu conjuguait reconnaissance du mérite et recherche du bien collectif. Ce projet allait devenir par la suite la référence par excellence pour tous les progressistes. Au fil du temps, l'école est devenue l'objet de politiques publiques basées sur l'intervention de l'État en faveur de l'alphabétisation. D'aucuns pensent, à cet égard, que la réticence des Britanniques à confier l'enseignement élémentaire à l'État explique le retard pris en ce domaine par ce pays protestant et industrialisé. Il en est allé autrement en Scandinavie et en Prusse. D'une manière générale, la croissance de l'État, la conscription obligatoire et le suffrage universel ont favorisé l'apprentissage de la lecture ainsi que le passage d'une culture orale à une culture écrite, d'une alphabétisation restreinte à une alphabétisation de masse. Conjuguée à l'écriture, la lecture peut se faire silencieuse, intérieure et individuelle. À la différence de la culture orale qui est publique et collective, la culture écrite est secrète et personnelle. Le passage de l'une à l'autre a permis à l'individu de s'installer dans un nouveau rapport à l'espace et au temps, caractérisé par un glissement vers une temporalité linéaire, celle de l'historicité et de sa maîtrise, un arrachement aux liens de la communauté locale, un placement sous la double tutelle de l'État et du marché, concrétisé dans la loi et le contrat, Furet-Ozouf, 1977. Selon les pays, l'instruction primaire devint plus ou moins rapidement gratuite et obligatoire. En 1881 à 1882 pour la France avec les lois Ferry, en 1914 seulement pour la Belgique dans un contexte institutionnel qui empêchait de lui conférer un caractère laïque. Le projet de démocratisation de l'enseignement s'incarna dans la question de l'école unique, défendue d'abord en France après 1918, non sans de nombreux échos ailleurs. Ce projet s'en prenait à la dualité de la clientèle à laquelle correspondait une organisation scolaire en ordres séparés, l'enseignement primaire et professionnel destiné aux milieux populaires et l'enseignement secondaire général destiné aux milieux aisés. On envisageait une restructuration visant à maintenir ensemble les jeunes le plus longtemps possible, ce qui aurait dû permettre d'éviter une orientation précoce et socialement marquée. Le projet en question, déjà solidement pensé par des intellectuels de gauche, souvent laïcs, dut attendre l'après-guerre 1939 à 1945 pour commencer à s'ébaucher. Sa concrétisation, accomplie en Suède en 1960 avec les Grundskola, écoles de base, en Grande-Bretagne en 1964 avec les Comprehensive Schools, en Belgique en 1971 avec l'enseignement dit rénové, puis en France en 1975 avec le collège unique, s'est accompagné un peu partout de polémiques tant politiques que pédagogiques. Sauf dans les pays scandinaves, le résultat de ces expériences fut décevant par rapport aux attentes qu'on y avait placées. En Grande-Bretagne et en Belgique, l'existence d'un quasi-marché scolaire très compétitif a permis au consumérisme parental de jouer pleinement et de tirer parti de la diversité de l'offre. En France, la carte scolaire n'a pas empêché la hiérarchisation des établissements et n'a pu brider les stratégies parentales élitistes. L'idée même d'école unique s'est ainsi trouvée dévoyée par la structuration du tissu scolaire, alors que les méthodes pédagogiques, dites actives, proposées par ces réformes étaient loin de faire l'unanimité. Actuellement, comme on le verra plus tard, le débat public s'est progressivement déplacé du projet d'école unique à celui de culture commune, ce qui change considérablement les enjeux politiques en cause. L'ampleur des inégalités. En Belgique et dans les pays proches, après la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de l'État-providence et des politiques sociales qui l'inspiraient a entretenu l'espoir d'un accès. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.